J'ai reçu un livre récemment de J.R. Bloch, un livre sur la guerre d'Espagne, orné d'une violente dédicace. À Louis-Ferdinand Céline, parce que là-bas, on tue. Possible, mais toujours est-il qu'on n'a pas tué J.R. Bloch. Tant mieux, nom de Dieu, tant mieux. S'ils ont respecté la vie et la liberté de J.R. Bloch, bel et bien remonté d'Espagne sain et sauf. Documenté, gaillard, imprécateur, martial comme général cher-fils, interventionniste à tout cri, plus ultra, plus passionné que jamais. Veni, vidi, retourni, doni quelques conférences fort applaudies, embrassi la passionaria, remonti dans bel avion, ronfli, remonti moral, reveni. C'est une drôle de guerre quand même, la guerre d'Espagne. On y entre, on en sort comme dans un moulin. Les vraies guerres sont celles dont on ne sort pas. Déjà les délégations parlementaires au front, déjà les petites casquettes poincarillées, déjà petits jouisseurs, petits sadiques d'événements, frémissant de vivre à fond les heures extraordinaires d'un monde en catastrophe. Mais en artistes bien préparés et spectaculateurs, ne confondons pas. Tout pour le vago tonique et rien dans la culotte. La race des pouces au crime est toujours semblable à elle-même, va-t-en guerre bourgeois, pousse au crime communiste, du kiff absolument, comme fiante, identique. Apôtre et stratège de la tripe d'autrui, il s'agit d'éprouver d'inédites sensations, rien de plus, rien de moins, mieux que cocaïne. Il se peut fort bien qu'à brève échéance, les meneurs révolutionnaires soient obligés d'assassiner, obligés de faire assassiner les personnes de l'opposition avant qu'eux-mêmes on les repasse. Ceci est dans l'ordre des choses, fatal, classique. Cela commence même sous nos yeux, mais combattre, n'est-ce pas, pour le fameux idéal ou sans idéal, c'est une toute autre paire de burnes, tout à fait différente. Je ne parle pas d'entrer en ligne contre le ramassis d'armées franco, mais de combattre bel et bien contre des troupes absolument régulières. Troupes régulières allemandes, par exemple, et parfaitement au point, parfaitement armées. La vraie bigorne, en somme. Pas d'amateurisme. Alors, à qui la musette? Répondre, éparpiller des conseils, des ordres, des manifestes rageurs, stimuler le moral, émoustiller les abattoirs. Tout cela, c'est du joujou, du frisson, de la tricherie, ali-bibi, théâtre, rodomontade, cinéma. La seule épreuve dans les choses de l'idéal, c'est la dérouillade personnelle, sans phrase, sans spectateur, au petit matin. Sortir du couvert comme un condamné à mort, amener sa viande au barbelé, au niveau des plus hautes idées, beaucoup plus haut en fait que les plus hautes idées. Voilà qui compte, et voilà des épreuves dont on revient très rarement, par conséquent pas très artiste, guère utilisable, infructueuse. Tout ce qui est artiste doit avoir une suite, une exploitation. La véritable sincérité n'a jamais de suite. Le culte des héros, c'est le culte de la veine. Êtes-vous d'accord? Avez-vous l'âme en face des trous, au bout de chacun de vos gestes? Oui? Je ne crois pas. J'ai l'impression que vous voyez faux, que vous vivez faux. Tout en vous sonne faux. Spectateur, jouisseur, vous êtes, vous vous cherchez, vous voulez jouir, profiter du grand triomphe juif et maçonnique. Vous n'entendez pas qu'il vous coûte l'existence, vous ne risquez même pas votre place. Vous serez plus embusqué dans les prochaines que les bourgeois ne le furent dans la précédente. L'embuscage, comme la mitrailleuse, a fait des progrès énormes à ce que je découvre. On se planque, on se superplanque à présent des années d'avance. Je ne connais pas un apôtre qui ne soit au moins dans l'état-major, ou de la super-aviation bavarde et photogénique. Ceux qui, brûlant de foi et d'apostolisme soviétique, ne sont pas à l'heure actuelle en tranchée devant Madrid ou Saragosse, ne sont au fond que d'équivoques petites causeuses. À eux les caves de la culture, les pique-niques aux fosses reposent. Pour la prochaine qui se dessine, qui s'organise autour de nous, jamais on n'aura surpris au fond de tant de cachettes et d'armoires tant d'apôtres et de fervents bellicistes planqués. Le monde est pourri, c'est un fait par le cinéma, le cabotinage. Oh, ces charges de cavalerie légère! Le m'as-tu-vu-isme le plus exorbitant, le plus indécent est à la base, au fond, de tous les grands mouvements d'idées actuels, inséparables.
Le monde était en 14 beaucoup plus simpliste, plus nature, plus sincère, beaucoup moins ficelle, moins vicieux qu'aujourd'hui. En 37, le cabotinage, le phrasage s'étale partout, domine tout, mine tout, même le peuple, hélas. Lui-même déjà très faisandé, bien avancé en pourriture cabotine. Je me souviens d'être monté en rifle avec des combattants bretons. Ils ne savaient pas lire ni écrire, brigadier compris. Ils inspiraient une confiance absolue qui ne s'est jamais démentie. Ad cadaver, je me méfie beaucoup des soldats qui savent lire, qui vont au cinéma. Qui sait lire devant le péril devient facilement raisonneur, un peu hésitant, subtil. Il se croit au cinéma. Il demande à voir la suite. Il n'y a pas de suite. Attention, il faudra dans les rangs oublier le cinéma. Voilà qui promet beaucoup de travail à la prévôté. Elle ne chômera guère. Elle sera sur les dents derrière tous ses spectateurs. Les pelotons non plus ne chômeront pas. Les recommandations non plus. J'étais en train de vous entretenir de certaines choses professionnelles à propos de la crise du livre. Et puis je me suis interrompu. Je vais reprendre un petit peu. Ça vous délassera. Le livre, ce n'est pas très sérieux. C'est un sujet bien accessoire, un divertissement, je l'espère. Tout le monde parle de littérature. Je peux bien aussi à mon tour donner ma petite opinion. Je me souviens à ce propos d'une petite série d'articles qui m'ont semblé fort marrants dans les nouvelles littéraires. Quand je veux me crisper, je les achète. Yves Gandon, soi-disant critique, armé d'une forte brosse à reluire, passait en revue avec quel soin, pour l'admiration des lecteurs, quelques textes les mieux choisis de quelques grands contemporains. L'astuce du commentateur, sa prouesse en tout admirable, consistait à souligner tout le charme, les fins artifices, les pertinentes subtilités, tout le sortilège de ses maîtres, leur indicible magie par l'analyse intuitive, très proustageuse de quelques textes particulièrement chargés de génie. Labeur, entreprise, dévotion d'une extrême audace, d'une périlleuse délicatesse. Le commentateur frissonnant se risquait encore plus outre, mais alors, perlant d'angoisse, jusqu'au sein des saints, jusqu'au trésor, même jusqu'au style, au reflet de Dieu, jusqu'au frémissement de la forme chez ces messies de la beauté. Après quelles pieuses approches, quel luxe inouï de préambule, que de fragiles pamoisons. Ah, si l'on me traitait de la sorte, comme je deviendrais impossible. Regardons-le travailler, bientôt chancelant, tout ébloui, notre guide se reprend encore, défaille. Les mots viennent à lui manquer. Haletant, il nous demande si nous pouvons encore le suivre. Endurer tant de splendeur, sommes-nous dignes? Sommes-nous dignes? Lui-même qui croyait tout connaître, il se trouble à perdre les sens. Il se faisait une idée, quelque imagination confuse de l'étendue, de la profondeur des gouffres de ses styles. Présomptueux, il ne connaissait rien. Les prémices à peine dans ce manoir aux 1001 merveilles, tout succombant d'admiration. Gandon titube, tout chancelant, grelotte, tragédie, la tragédie. Ah, l'intrépide, d'ornements indicibles en cascades exquises, de passages sublimes en plus sublimes encore, en chute vertigineuse, ces textes de maîtrise, littéralement magiques, se révèlent ruisselants d'apports infinis esthétiques, de bouleversants messages, d'inappréciables gemmes spirituelles. On ne sait plus où se prosterner davantage. Vraiment, c'en est trop. Gandon, lui-même transposé cependant par la foi qui l'embrasse, n'en peut plus. Il se rend, il se donne, il nous adjure à son secours. Ah, vite, agissons, assistons, soutenons Gandon. Prévenons le pire, devant son quelque atroce dénouement.
Pitié, détaillons, partageons son extase. L'humanité le commande. Courage, vaillance. Pour lui tout seul, c'est bien simple, s'il insiste, s'il s'obstine, c'est la mort. Dans les phrases, par les phrases, trépassées de beauté phrazuleuse. Gandon, ah! C'est trop, tant de perfection verbatile pour un seul adulateur. C'est la damnation. Nous suffoquons pour lui. Ô délices littéraires assassines, ô les encrières meurtrières, délectations phrasiformes, à quels paroxysmes atroces! Épargnez aux vulgaires, n'entraînez-vous point purismologie, vos meilleurs enfants. Bienheureux frustes crottés, brutes béates, accroupis dans les consonances. De cuir en velours, vous montrez au ciel. Mais lui, Gandon, n'appartient pas à la race des officiants à peu près istes, qui montent des textes en abat-jour. C'est un janséniste mordieu, foutrement impeccable. La tiédeur le pousserait au meurtre. Il ne veut notre salut que par l'extase, et pas une extase roupilleuse, une extase palpitante, transfigurante. Ah, de grâce, il nous exhorte, recueillez-moi là cette nuance-ci, au déduit de cette tournure instable, devant qu'un horrible zéphyr en disperse à jamais l'onde irisée. L'avez-vous saisi? Je n'y survivrai pas. Ah, tenez, moi, je succombe. Ah, j'en défaille, cher lecteur, à ravir. Ah, la force de cet épiphore, à peine après cette saintote. Je m'affole, je blêmis, l'audace impayable. Ah, comme le maître nous transfixe. Ah, quel virtuose miraculant. Malheur à qui ne soupire. Et la violence imaginée de cette simple virgule, c'est le génie, et la faiblesse irrésistible de cette chute différée. Ah, mordez ce trait singulier, ces deux conjonctions qui s'affrontent. Ah, l'est-il caractéristique? Il refait Pascal en 3 mots, Racine en 12. Ah, comme il nous prend par l'adverbe. Ah, le monstre. Ah, le divin. Ah, ce gide, enfin, ce moras. Ah, ce morois. Qu'en dirait Proust? Ah, les vertiges de ce Claudel! Ah, l'infini Giraudoux! Ah, Gandon! Pourquoi ne chanterais-tu pas? Ce serait encore, je l'assure, bien plus meilleur, bien plus merveilleux, plus amoureux. Voyez par-ci, voyez par-là, comment trouver ceci? Voyez par-ci, voyez par-là. Comment trouvez-vous cela? C'est ainsi dans les cloches de Corneville avec la musique, l'ombrelle et les intonations. Je ne voudrais pas certainement venir sur l'effort de Gandon, sur sa messe, ses transes dévotieuses, venir faire le petit malin, le fielleux athée, le petit cracheur, le vandale, le dénigreur à toute force, par système et sadique plaisir. C'est pas mon genre, mon intention. Mais quand même, je suis pas d'avis. Puisque les lettres, c'est pas bien grave, on peut bien dire ce qu'on en pense. Moi, dans tout ceci, qu'il admire Gandon, je ne trouve pas un pet de lapin. Je devrais peut-être avoir honte, mais j'ai beau m'écarquiller, les clartés ne m'arrivent pas. Je dois être bien opaque, pour moi, c'est tout du Goncourt. Me rassembler, me redire, me pincer encore, me suspendre. Je ne trouve rien du tout, dans aucun de ces gens-là, et puis non plus dans tous les autres, de la même vendange. Je dois être vaguement infirme. À mon sens obtus, ils se ressemblent tous. Farouchement, dans l'insignifiance. Un petit peu plus, un petit peu moins de plastronnage, de cuistrerie, tortillage, de velléité, d'onanisme. C'est tout ce que je peux découvrir. Je me rends bien compte qu'ils essaient de faire des grands et des petits effets, qu'ils se donnent du mal, c'est exact, pour faire lever un peu la pâte sur ces platitudes, mais la pâte ne lève jamais, c'est un fait. C'est un fait qu'on a beau prétendre le contraire, c'est loupé, ça flanche, ça découle. Et plus il se décarcasse, se malmène, le pauvre traguite, plus ils sonnent affreusement factices de tous leurs organes et tambours, plus ils sont pénibles à regarder, plus ils déconnent intimement, et plus ils s'ébullitionnent de rage et de haine, qu'on s'en doute et s'en aperçoivent. Ils ne peuvent plus émettre jamais que de l'informe, c'est indiqué dans les oracles du magma, de l'inorganique. Ils ne sont plus assez vivants pour engendrer autre chose que des histoires creuses et qui ne tiennent plus debout.
Ce sont des grossesses nerveuses, infiniment prétentieuses, autoritaires, susceptibles, délirantes d'orgueil. L'os à moelle est devenu tout creux. Ça fait encore des drôles de bruit, mais ils ne rendent plus de moelle du tout. C'est de la faute à personne et ils en veulent à tout le monde. La plus belle fille du monde, ils ne peuvent plus jamais aboutir. Ils ne parlent que de création, comme les femmes frigides ne parlent entre elles que de sexe. À perte de vue, babilleuses, idiotes, vipérines, moralisantes. Ils n'ont jamais joué non plus les grands artistes de nos grands styles. Ce sont les plus mauvaises affaires qui passent leur temps à juger, prétendre, modifier les affaires du sexe et des arts. Ce sont les pires pelures du livre qui nous font chier, interminables, avec les ressources de leur style. Ils en ont foutrement jamais eu de style. Ils en auront jamais aucun. Le problème les dépasse de partout. Le style, c'est une émotion d'abord, avant tout, par-dessus tout. Ils n'ont jamais eu d'émotion, donc aucune musique. Se rattrape-t-il sur l'intelligence? Ça se verrait. Une fois remontés en leur cabinet douillet, à hauteur de camomille, l'angoisse les enserre, les tenaille longtemps, très longtemps, étranglés, livides, obsédés par le souvenir de ces infinis glauques, de ces abîmes. Ils en dépeignent avec d'éperdue réticence tous les monstres entreaperçus. Les autres monstres, ils se relèvent toujours très mal, très meurtris, très douloureux, sous les caresses de la lampe, de ces boy-scouteries tragiques, de cette descente aux origines. Il leur faut œuvrer ensuite bien laborieusement, d'épreinte en contracture, pour que se dissipent, se bercent enfin toutes ces frayeurs, pour qu'elles se déposent, adhèrent, tiennent enfin au papier, enfin noir, molle et tiède sur blanc. Que d'amour, encore plus d'amour que pour leurs pétoches bien massées, adorablement caressées, les relâche un peu aux tripes. Toute l'affection si attentive, si vigilante d'une famille tout émue, pour que leur colique s'atténue, leurs dents s'apaisent. L'amour, le plus grand amour, cette redondance de vide, leur grand écouteur d'âme creuse. Que viennent-ils donc tous ces châtrés nous infecter de leur roman, de leur simulacre émotif, puisqu'ils sont une bonne fois pour toutes opaques, aveugles, manchots et sourds? Que ne se donnent-ils uniquement à la description, c'est-à-dire au rabâchage, rafistolage de ce qu'ils ont lu dans les livres? Que ne sont-ils strictement carrières dans le Baedeker amusant, dans le goncourtisme descriptique, le farfouillage objectif à toute force, le zoolaïsme à la 37, encore plus scientifico-judolâtre, dreyfusien libérateur que l'autre, ou la très minusculisante analyse d'enculage à la Proust, montée nuance en demi-dard de quart de mouche? Ou plus simplement encore, furieux de constipation, que ne se mettent-ils opiniâtres au sillage acharné du bois? Par tous les temps, quelques stères tous les jours après déjeuner et puis au milieu de la nuit. Leur fatalité insensible et robotique les voue tous, une fois pour toutes, aux rigides estimations, descriptions, à l'arpentage des sentiments, aux grimaces, aux mouvements d'ensemble, aux opuscules sur commande de tourisme, aux encartages, aux explications pour photographie, aux sous-titres publicitaires, aux manchettes d'événements.